Bonjour à tous, bienvenue pour cette Xème session du groupe de travail et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Lopez du laboratoire de probabilité statistique et modélisation et qui va nous parler d'un virus à l'autre, la modélisation de l'impact d'un cyberouragan pour la cyberassurance. Vas-y Olivier. Merci Yvon, bonjour à tous et donc merci Yvon pour l'invitation. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est plus ancien que le Covid, mais hop, excusez-moi, voilà, 2 minutes, j'ai eu un appel en même temps, désolé, et je ne retrouve plus mes slides. Voilà, désolé pour ce souci technique. Oui, donc c'est un sujet plus ancien que le Covid, bien entendu, toutes ces questions de cybersécurité. Mais c'est quelque chose, d'une part, qui présente un certain nombre d'analogies. Alors, on verra aussi les limites de ces analogies dans le cadre de cet exposé. Et surtout, c'est aussi quelque chose qui, dans le cadre de cette crise du Covid, a particulièrement augmenté le niveau de ce cyber-risque. Et d'ailleurs, Yvon en est un peu responsable à sa manière, puisque en nous créant tous ces séminaires réguliers via Zoom, il augmente notre exposition au risque numérique. Donc, on ne te remercie pas, Yvon, pour cette partie-là. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment le problème se pose et pourquoi il y a un problème particulier au niveau de ce qu'on appelle la cyberassurance, qui va être la couverture assurantielle des risques cyber. C'est ce qu'on va voir dans cet exposé et c'est une partie de travaux qui s'inscrivent dans un projet de recherche qui est financé par le fonds AXA pour la recherche depuis quelques années. Alors, je commence déjà par un petit disclaimer. Tout ce que je vais vous raconter, j'ai aucune idée de si c'est implémenté ou pas chez AXA. Ce n'est pas du tout le but de produire des outils pour AXA, c'est surtout pour produire une meilleure compréhension de la modélisation de ces phénomènes. Donc, le cyber-risque, tout d'abord, alors je vais donner une définition très courte et très approximative. Disons que ça va concerner tout ce qu'on va appeler un usage détourné des outils numériques. Donc, on a tous en idée la question du piratage informatique. Ça va être plutôt le type d'incident qu'on va regarder aujourd'hui. Ce qu'on va essayer de regarder dans cet exposé, c'est une espèce de cyberépidémie. Mais en pratique, le cyber-risque, ça peut aussi recouvrir des incidents qui ne sont pas forcément malveillants. Ça peut être par exemple une exposition d'un certain nombre de données qui est fortuite et qui n'est pas forcément provoquée par un piratage. Les piratages vont être aussi de différents types. Il va y avoir bien sûr l'utilisation de vulnérabilités par un certain nombre de virus informatiques qui ensuite vont se transmettre via la toile. Donc ça, c'est plutôt le cadre qu'on va regarder aujourd'hui, celle d'une attaque extérieure et massive qui s'étend rapidement à différents acteurs. Mais on a aussi un certain nombre d'attaques, de vulnérabilités internes qui sont à la limite proches de questions de type espionnage qui peuvent être exploitées. Là aussi, il y a une grande variété d'attaques, on pourrait dire à la fois dans le mode opératoire et ensuite dans le type de virus qui va être utilisé. Donc, on a parmi les plus classiques, on va en reparler, mais tout ce qui va s'appeler les ransomware ou rançongiciels en bon français, qui vont essayer de prendre en otage un certain nombre de données et de faire payer une rançon pour pouvoir y accéder. Et puis, il y a tout ce qu'on connaît, le phishing, les mails frauduleux. Et derrière tout ça, il y a aussi tout un volet d'escroquerie tout à fait classique. Donc, c'est un risque qui, forcément, qui est aussi vieux que l'informatique, mais qui prend beaucoup d'essor, bien sûr, avec l'explosion des usages numériques, et qui va toucher, d'une part, les États, on parle parfois de cyberguerre, les entreprises, bien entendu, et puis également les particuliers, même s'ils sont moins dans le champ de ce qu'on appelle la cyberassurance aujourd'hui. Donc, dans le contexte du Covid-19, on a vu un accroissement des cyberincidents.
qui était lié notamment au fait qu'on utilise beaucoup plus, encore plus qu'avant, les outils numériques. Et en plus, derrière la généralisation du télétravail, il y a le problème qu'il y a un mélange entre des outils personnels et des outils internes aux entreprises, ce qui ne respectent pas forcément les bonnes pratiques, les gestes barrières, si j'ose dire, de l'hygiène informatique. Et donc, ces choses-là semblent expliquer pourquoi il y a eu un essor des attaques. Et puis, il y a bien sûr eu un certain nombre d'attaques que je qualifie ici d'opportunistes, qui vont être liées directement au fait que les gens se sentent vulnérables face à cette crise du Covid-19. Et donc, il y a toujours des escrocs qui vont essayer d'exploiter ce genre de choses. Donc, vous voyez un certain nombre de chiffres qu'on donne, énormément d'URL malveillantes qui ont été créées autour du Covid-19. Donc, pour ceux qui voudraient voir un petit peu plus, avoir un peu plus d'éléments quantifiés de ce genre de choses pendant la crise du Covid, j'ai mis ici une référence où vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'est pas seulement des escroqueries, des domaines malveillants, c'est tous les types d'attaques qui ont été renforcés au cours de cette pandémie. Et il y en a un qui est particulièrement choquant d'ailleurs, qui a d'ailleurs été l'objet d'une tribune d'un certain nombre d'ex-chefs d'État. Donc, vous voyez, ça, c'est une tribune qui est parue dans Le Monde. Il y a eu également des cyberattaques pendant cette crise contre des institutions de santé. Et notamment, là, vous voyez la une d'un journal britannique, j'ai oublié de préciser la référence, mais qui montre que le NHS, le service des hôpitaux britanniques, a été attaqué pendant cette crise, histoire de renforcer encore plus sa vulnérabilité. Donc, voilà, c'est pour toutes ces raisons que ces questions de cyber-risque sont bien sûr beaucoup plus aiguës dans ce domaine. Et puis, il y a un exemple qui date de quelques jours, alors, qui est un peu délicat de lier avec… voilà, il y a une incertitude, même s'il y a des soupçons sur la source de cette cyberattaque. Mais là, on a eu une cyberattaque assez importante contre un État, contre l'Australie, avec des soupçons qui se portent sur un autre État et qui se portent sur une espèce de vengeance vis-à-vis de déclaration de l'Australie concernant la gestion de la crise du coronavirus. En tout cas, c'est ce que déclare l'Australie. Donc voilà, tout ce contexte du Covid-19 exacerbe en fait toutes ces tensions et toutes les menaces liées à cette cyberguerre. Alors, on va parler ici surtout de cyberassurance, c'est-à-dire le volet financier de la cybersécurité, qui est moins développé en fait que la question de la cybersécurité physique, qui est tout ce qui va être les antivirus, les systèmes de sécurité, les bonnes pratiques au sein des entreprises. Et donc, ce champ de la cyberassurance, je vais expliquer un petit peu à quoi ça sert un peu après, mais juste ici pour vous donner quelques chiffres qui sont publiés chaque année par le CESIN, qui est un organisme qui regarde des questions de sécurité informatique et qui montre que c'est un domaine qui est en plein développement, à la fois bien sûr pour les assureurs qui vendent plus de contrats liés à ces questions de cyberassurance, mais aussi qui sont les personnes qui achètent ces contrats de cyberassurance. Ce sont des entreprises, pas forcément des grandes entreprises, justement, des petites entreprises qui ont une espèce de retard dans la prise de conscience de ce cyber-risque et qui aujourd'hui, sentant la menace, se font un mouvement très très fort du côté de ce secteur de la cyberassurance. Alors, à quoi ça sert l'assurance cyber? Pourquoi c'est un besoin assez fort? D'une part parce que, bien sûr, la cybersécurité physique, elle reste fondamentale. Et il y a beaucoup de travaux qui se font sur ce sujet. Mais la protection absolue contre une attaque, elle est malheureusement, c'est absolument pas possible. Donc, il faut se résigner au fait qu'un certain nombre de cyberincidents vont se produire et il faut donc pouvoir ensuite reconstruire derrière et réparer
les dommages qui ont été constitués par ces incidents. Donc, bien sûr, la cible principale de ces contrats, ce sont des entreprises. Alors, des grandes qui ont été sans doute les premières, bien sûr, à être sensibilisées au contexte. Mais aujourd'hui, il y a également un mouvement côté PME avec un rôle qui est demandé à l'assureur qui est peut-être moins usuel que ce qu'il peut y avoir sur d'autres produits. C'est-à-dire qu'il ne va pas simplement être là pour payer la note à la fin. Il est attendu comme un acteur de la prévention, parce qu'il y a un certain nombre de PME qui ne connaissent rien au risque numérique et qui ne savent pas forcément quelles sont les bonnes pratiques à développer pour se protéger. Donc c'est pour ça qu'en fait, derrière les produits d'assurance cyber, et c'est une des particularités, il n'y a pas simplement que le volet, bon, on attend la fin et on attend de voir combien ça va coûter, et puis on paie ou pas d'ailleurs, suivant qu'il y ait des causes d'exclusion, ça on y reviendra. Mais il y a aussi une attente d'un assureur qui va apporter un certain nombre de services en amont, une espèce d'audit des systèmes de sécurité. Il y a des couplages en fait, entre assureurs et entreprises de sécurité pour construire ces produits. Et puis également, la réparation ne va pas être que financière. On est attendu aussi, les PME s'attendent à une réparation, à une aide, à une gestion de crise qui doit être développée et qui va nécessiter une réponse en temps réel des assureurs ou en tout cas des personnes avec qui ils ont passé un certain nombre de partenariats. Donc, le risque cyber, ça a des similitudes avec des risques dont je ne vais pas trop parler, mais qui existent depuis longtemps en assurance, qu'on appelle les risques opérationnels. Mais c'est quand même quelque chose d'assez nouveau par sa structure en fait, et évolutive. C'est nouveau, pas pour le domaine de la cybersécurité, mais pour l'assurance, qui ne connaît pas ce type de problème, et aussi eu égard au montant de sinistres qui deviennent de plus en plus importants. Il y a une question également qu'on n'évoquera pas aujourd'hui, mais c'était juste pour vous faire un petit panorama de la problématique, qui est toute la question de ce qu'on va appeler le silent cyber, qui est en fait, qui a été une inquiétude assez forte du secteur et qui l'est toujours, mais peut-être un peu moins, qui est que un certain nombre d'attaques cyber étaient en fait couvertes par des polices standards, tout simplement parce que ce n'était pas exclu. Exemple, un particulier est assuré contre le vol si il est victime d'un piratage. S'il n'y a pas de clause d'exclusion, eh bien, voilà un élément de cyber-risque qui se retrouve assuré par un contrat standard, et donc ce qui pose des problèmes en termes d'évaluation des risques, puisque les contrats standards, les gens qui les ont conçus n'ont pas envisagé qu'il y avait ce type de perte qui était prévu. Donc là, il y a eu un travail qui est plus un travail presque juridique, de détermination, d'identification des polices sensibles et éventuellement d'exclusion ou d'augmentation de la prime pour couvrir ce type d'incident. Nous, ce qu'on va regarder ici, c'est plutôt ce que le secteur appelle le risque d'accumulation, qui est la crainte qu'on ait une concentration très forte d'événements cyber. Donc, c'est une véritable cyberépidémie qui frappe simultanément une grande partie du portefeuille, et là, l'assureur n'arrive pas à faire face, on le verra de différentes manières. Et puis, bien sûr, comme je disais à l'instant, les réparations à apporter ne sont pas forcément les mêmes, elles ne sont pas que de nature financière. Alors, dans cet exposé, je vais vous montrer une modélisation assez simple. Enfin, je resterai dans la version la plus simple du modèle qu'on peut développer, qui cherche à regarder comment on voit le passage de ce qu'on appelle parfois un cyber-ouragan sur un portefeuille d'assurés. Et l'idée étant d'essayer justement de voir, de quantifier selon différents scénarios quel va être le risque d'accumulation et quelle va être la capacité de réponse qu'on va devoir dimensionner face à cet incident. Quand on parle de capacité de réponse, ça va être exactement comme sur la question de la pandémie Covid, c'est-à-dire réduction du pic. Parce que là, ce n'est pas bien sûr les services de réanimation qui vont être saturés, mais ça va être la réponse, l'assistance immédiate à l'assuré qui va potentiellement être impacté.
On va également, à travers cette modélisation, montrer justement le rôle de l'assureur, le rôle de la prévention du risque pour essayer de diminuer celui-ci. Et l'idée, c'est aussi, à travers cet exposé, vous allez revoir des modèles qu'on a beaucoup vus sur le Covid, de discuter des analogies, mais également de faire un peu le jeu des 7 différences avec le risque pandémie, qui est un risque sur lequel il y a un gros effort de modélisation également à l'heure actuelle en assurance. Donc, très rapidement, sur l'introduction que je vais poursuivre, ça va être un peu revue de presse au début, juste pour vous situer un certain nombre d'éléments, là encore, liés à ce risque. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai sélectionné un certain nombre d'événements pour vous montrer un certain nombre de problèmes. Ensuite, on va passer sur les questions de mutualisation du risque, qui sont le mécanisme général d'assurance. Je vais faire quelques rappels parce que tout le monde n'a pas forcément en tête la façon dont ça fonctionne. Et on va rentrer ensuite vraiment dans la modélisation et ensuite sur la réplication d'un incident cyber bien connu qui s'appelle WannaCry, le virus WannaCry. Donc WannaCry, c'est l'exemple type de cybermenace, l'une des plus massives qu'il y a pu y avoir dans les dernières années. Donc, ce que vous voyez ici, n'essayez pas de redémarrer votre ordinateur, c'est juste une copie d'écran de ce que les malheureuses victimes de WannaCry voyaient. C'est la logique du ransomware dont j'ai parlé un petit peu brièvement au début. C'est-à-dire que le virus bloque l'accès à un certain nombre de données et soit on paie une rançon, en général en Bitcoin, et dans ce cas-là, on récupère ou pas les données parce que les hackers sont parfois malhonnêtes. Donc, des fois, quand on les paye, ils ne donnent pas les données. Donc, c'est toujours périlleux d'essayer de payer. Et la caractéristique de WannaCry, ce n'est pas le premier rançongiciel, mais c'est surtout qu'il a été distribué massivement à travers le monde. Donc là, il y a différents décomptes qui existent. C'est difficile d'avoir un décompte précis, mais on voit énormément de postes infectés à travers beaucoup de pays. Et également, toujours les services de santé, le NHS a été là aussi touché avec une perte estimée à 100 millions de dollars rien que pour le NHS à cause de ces problématiques-là. Donc ça exploite une vulnérabilité informatique et qui s'appelle la faille Eternal Blue, qui était une faille en fait qui était bien connue avant et qui n'avait pas été mise à jour par un certain nombre d'acteurs. Et il y a eu beaucoup d'entreprises, Saint-Gobain, Renault en France, je crois Auchan via une de ses filiales à l'étranger, qui ont été infectées et qui ont été bloquées pendant quelques jours. Donc là, voilà une carte de l'intensité des attaques à prendre avec beaucoup de pincettes parce que c'est une carte prise chez un fournisseur d'antivirus. Donc, il y a quand même une tendance potentielle à gonfler la menace, mais c'est juste pour vous traduire cet aspect mondial de l'attaque. Et ça, c'est un an après, quels sont les pays qui sont encore vulnérables à la même porte d'entrée par laquelle est rentré WannaCry. Donc, plus ça vire au sombre, moins les systèmes de sécurité ont été mis à jour. Donc tout ça pour dire qu'en plus, sur ces questions de cyber-risque, comme il y a une conscience limitée du public des bonnes pratiques, eh bien, on n'arrive jamais à se débarrasser totalement d'une vulnérabilité informatique. Très brièvement, une autre attaque qui était quasiment concomitante avec WannaCry, on est toujours en 2017, qui a été également massive, mais là plus circonscrite géographiquement, qui utilisait la même faille, un peu les mêmes logiques, et qui là, pour le coup, avait des visées politiques, enfin vraisemblablement politiques, puisque ça a en privilégié ciblé l'Ukraine, et ça provenait, en tout cas de ce qui a été l'enquête, la Russie a été fortement suspectée de cette attaque. Alors, il y a un autre piratage qui était antérieur, mais dont je voudrais parler. Simplement, ce n'est pas du tout le type de piratage qu'on va regarder, mais simplement pour vous montrer quels peuvent être les dommages pour une entreprise à l'issue d'un tel piratage. Donc là, ce n'est pas quelque chose de massif, c'est quelque chose qui s'est produit avant tous ces épisodes WannaCry et autres, et qui touche un simple acteur, qui est une entreprise canadienne qui s'appelle Ashley Madison, et qui est une entreprise
qui est un site internet de rencontres extra-conjugales. C'était le genre de site qui existait avant les règles de distanciation sociale. Et donc, ce site a été victime d'un piratage qui, d'une part, a été idéologique, puisque c'était des gens qui disaient les relations extra-conjugales, c'est pas bien. Donc, Ashley Madison, on va pirater ton site, on va pas te demander d'argent, on te demande juste d'arrêter ton activité. Sinon, on va publier les données personnelles de tous les utilisateurs. Donc là, on voit que la malveillance, elle n'est pas forcément guidée par un appât du gain, déjà, donc ce qui rend le péril peut-être encore plus fort. Et ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est un certain nombre, bien sûr, de conséquences qui vont être très fortes pour les individus. Il y a eu des suicides associés à ce scandale Ashley Madison. Donc, bien sûr, une perte financière pour l'entreprise très forte, mais des pertes humaines derrière avec des drames humains qui ont été assez importants. Et ensuite, il y a un dernier aspect qui en plus est lié à la question de la réputation de l'entreprise et qui va continuer bien après l'incident, puisque derrière ces piratages, on a parfois la divulgation de secrets de fabrication. Et donc, un qui, pour le coup, était plutôt amusant sur ce site, enfin, ça dépend le sens de l'humour de chacun, mais un certain nombre des comptes, un nombre non négligeable de comptes féminins sur le site Ashley Madison étaient en fait des robots. Et donc ça a été mis en évidence par le leak. Et ça a causé bien sûr un préjudice et une enquête sur les pratiques commerciales de ce site. Voilà. Je continue, et ça va être un dernier exemple. Je suis désolé de rester un peu dans la même thématique. C'est ce qu'on appelle le chantage du crypto-porno. Donc le chantage du crypto-porno, c'est quelque chose là aussi de massif, beaucoup moins sophistiqué que des logiciels type WannaCry, mais qui a touché un très très grand nombre d'individus. Le scandale en lui-même, c'était on recevait des emails avec nous avons piraté votre webcam pendant que vous visitiez un site porno, nous allons publier toutes ces choses-là. Et ça a été dirigé vers des particuliers. Et ça a donné un pic de signalement à la gendarmerie nationale et au site cybermalveillance.gouv.fr qui recense ces événements, qui est absolument énorme et qui a entraîné vraiment une prise de conscience des particuliers de cette chose-là. Donc tout ça pour dire, les exemples que je vous ai donnés touchaient essentiellement des entreprises, mais il y a aussi potentiellement plein d'assurés, enfin plein de particuliers, plein d'individus, pas forcément des assurés d'ailleurs, qui peuvent être touchés par ce type de sinistre. Et enfin, pour revenir à NotPetya, il y a bien sûr une question on a revu aussi des exemples dans l'affaire du Covid, c'est que quand les sinistres se produisent, il y a un certain nombre d'assureurs qui font jouer un certain nombre de clauses d'exclusion, donc notamment NotPetya qui était interprété comme un acte de guerre. Eh bien, il y a eu un assureur, le groupe Zurich, qui a refusé d'indemniser un groupe victime de NotPetya en disant que ça rentrait dans le cadre d'une clause d'exclusion. Donc ça, c'est un élément important. Et justement, c'est aussi un élément important quand on essaie de quantifier les risques, c'est que derrière ces clauses d'exclusion, il y a l'idée aussi qu'il y a certaines parties du risque qui sont tellement graves qui ne peuvent pas être quantifiées et donc qui ne peuvent pas être gérées. Et donc, l'idée d'essayer d'avoir une modélisation plus fine du risque, c'est aussi une arme contre la construction de clauses d'exclusion. Alors, je vais parler un tout petit peu de mutualisation du risque pour essayer d'expliquer comment fonctionne l'assurance, même si je pense que tout le monde a les grandes idées, ça aide quand même de remettre un peu en perspective. La base de l'assurance, c'est que vous avez un risque qui individuellement est intenable. Donc, on va passer dans un cadre aléatoire, puisqu'un risque, c'est quelque chose qui ne va pas forcément se produire. Et donc, mettons que j'ai un individu I et il va subir une perte aléatoire dans la période suivante, XI. Cette perte, en général, dans les problèmes où il va y avoir assurance, elle va être très volatile, c'est-à-dire elle va avoir une grande variance. Dans la plupart des cas, il ne va rien se passer, la perte va être faible, voire nulle,
mais il y a quand même un nombre de scénarios, une probabilité non négligeable que l'individu encaisse une perte très forte, tellement forte qu'il ne va être pas capable de l'assumer. Et donc, c'est cette imprévisibilité de l'issue. Dans un cas, tout va bien, et dans un autre, je suis sur la paille, qui va créer donc le besoin d'aller vers une solution d'assurance. Une solution d'assurance qui en fait va être basée sur ce qu'on appelle le principe de mutualisation, qui est en fait un autre mot pour parler de résultats mathématiques qui sont typiquement la loi des grands nombres et le théorème central limite. Donc là, ce que je vous présente, c'est vraiment la version vanille, la version la plus simple du processus de mutualisation. Vous avez un assureur, il prend N assurés, donc voilà, sa perte, elle est ici, sa perte totale. Et la loi des grands nombres, en fait, nous dit que si ces assurés sont indépendants, identiquement distribués, eh bien, L sur N va converger vers cette valeur centrale, vers cette espérance. Donc, grosso modo, et ça, c'est une convergence presque sûre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'avais une issue qui était incertaine pour mon individu. Pour mon assureur, l'issue, elle est certaine. Je dis ça avec beaucoup de guillemets, mais elle est certaine parce que, grosso modo, s'il a suffisamment d'assurés, eh bien, il sait combien il va perdre. Il va perdre à peu près N fois l'espérance. Alors, bien sûr, il ne va pas perdre tout à fait N fois l'espérance. Il va y avoir une incertitude, et c'est le théorème central limite qui nous permet de quantifier cette incertitude. Et cette incertitude, elle va être de l'ordre, via ce théorème central limite, sigma fois racine de n, où sigma, c'est l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, voilà sa perte, grosso modo, quasi certaine, et l'écart, l'incertitude, elle est de l'ordre racine de n, donc elle est négligeable, voilà, par rapport à n, si on raisonne très, très grossièrement. Donc, en fait, si on s'arrête là, on a réglé tout le problème de l'assurance. C'est bien sûr pas aussi simple, parce qu'en pratique, d'une part, on va avoir certaines variables qui n'ont pas d'espérance, parce qu'elles peuvent prendre des valeurs trop grandes. Et donc ça, on se retrouve dans ce qu'on appelle des questions non assurables, d'où la nécessité de clauses d'exclusion ou de solutions particulières pour essayer de s'en sortir. D'autres vont avoir une espérance, mais pas avoir de variance. Et en pratique, eh bien, ça, c'est une vision très idéalisée à l'infini, mais comme on n'a toujours qu'une taille de portefeuille qui est finie, qui est de l'ordre de n, eh bien, sigma peut devenir très très grand, et donc faire que cette erreur n'est pas si négligeable que ça. Donc tout l'enjeu, côté modélisation mathématique, c'est essayer de faire diminuer ce sigma, parce que dans ce sigma, il y a deux choses. Il y a une partie qui est liée à l'environnement général du risque, qui est de se dire, voilà, cette année, pour passer dans le champ des catastrophes naturelles, il y a plus de catastrophes naturelles que d'habitude parce que le climat est mauvais, d'accord, mais il y a une autre part, donc il y a une variabilité du climat d'une année à l'autre qui intervient, mais il y a aussi une variabilité qui est liée au comportement des acteurs, au comportement des assurés, et c'est cette partie de l'incertitude qu'on cherche à diminuer en la quantifiant. Voilà, donc toutes ces limites, elles sont précisées ici dans ce slide. Il y a quand même un autre point qu'il faut également signaler, c'est cette chose-là, c'est que d'un point de vue économique, ça ne va marcher que si l'espérance de X1, elle est non seulement finie, mais il faut aussi qu'elle soit faible. Parce que si elle est trop forte, ça veut dire que quelle est la réserve que va devoir mettre de côté un assureur ou un groupe d'assurés pour essayer de faire face au sinistre? Eh bien, c'est une masse qui est beaucoup trop importante. Voilà. Et donc, ce n'est pas viable. Alors, la démutualisation, c'est un peu le risque qu'il y a derrière ces scénarios d'accumulation. Ça peut se formaliser de différentes manières. La façon la plus extrême de la formaliser, ce n'est pas celle qu'on retiendra ici, mais c'est justement le fait de violer l'hypothèse notamment d'indépendance des différents assurés. Donc là, imaginez ça, je suis un assureur habitation et tout ça, c'est mon portefeuille d'assurance. Donc j'ai beaucoup de monde,
mais ça ne se mutualise pas parce que vous voyez qu'ils ne sont pas indépendants. Quand il y a une inondation chez un, il y en a chez tous. Et donc là, la mutualisation tombe à l'eau pour faire un très mauvais jeu de mots. Donc ça, c'est une problématique qui est bien connue et qui pose aussi des questions de diversification du portefeuille d'assurés avec des notions en risque naturel de proximité géographique qu'il faut prendre en compte, qui sont beaucoup plus compliquées à prendre dans le contexte du risque cyber. Pareil, si on veut faire l'analogie avec le risque pandémie, on le voit bien, la diffusion d'un virus, elle ne se fait pas de manière égale dans toutes les régions du monde ni d'un même pays. Là, on arrive à définir les notions de proximité géographique. En cyber, c'est beaucoup plus compliqué parce que voilà, la toile est quelque chose d'opaque et on a du mal à comprendre les liaisons. Donc nous, ici, on va faire, pour envisager cette question de démutualisation, c'est-à-dire, en fait, là, ça va être plus simple, en tout cas dans la version très simple que je vais présenter. On ne va pas violer cette hypothèse d'indépendance, on va la conserver. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exploser l'espérance de X1. Donc, le modèle ne devient plus économiquement viable. Et on va regarder ici simplement l'incidence d'un événement. On a fait par ailleurs, on continue des travaux qui sont assez... voilà, enfin, c'est un problème assez compliqué dû au manque de données, mais qui sont sur l'évaluation des coûts des différents sinistres en cyber, qui sont extrêmement, qui ont une très forte variance et qui ont une composante extrême très, très importante. Et là, on va juste regarder sur le nombre de personnes qui vont être touchées simultanément dans une courte période par une épidémie cyber. Et on va vraiment s'intéresser à un aspect dynamique, c'est-à-dire pas simplement à ce qui se passe à la fin, parce qu'on veut savoir aussi quelles vont être les contraintes sur les services, les dépannages, l'aide qu'il va falloir porter à l'assuré en temps réel, et pas simplement de regarder un mois plus tard quelle a été la perte. Voilà. Donc c'est ça le risque de saturation que j'ai déjà évoqué. Va-t-on être capable d'assurer la prestation qui est prévue dans le contrat? Et sinon, c'est une nouvelle forme de défaut de l'assureur. On envisage souvent le risque de défaut de l'assureur comme un problème de ruine où voilà, il y a un capital financier qui ne peut pas être servi à un certain nombre d'assurés s'il y a trop de sinistres. Là, c'est un capital humain de service, d'assistance qui va falloir mobiliser dans une courte période. Alors, donc pour la modélisation de ce scénario d'accumulation, on va bien sûr revoir des modèles qui nous rappellent très fortement ce qui se fait en cyber. Alors, l'approche qu'on a développée, c'est pas la seule. J'essaierai de donner quelques approches concurrentes qui sont utilisées en santé. Mais c'est une approche très commode parce qu'on sépare les différents problèmes en 3 blocs qui peuvent être modélisés de façon très différente, chacun de ces blocs en fonction du degré d'information qu'on a sur chacun d'entre eux. Donc d'abord, il va y avoir le module qu'on appelle un peu environnement. C'est là qu'interviennent les fameux modèles compartimentaux, les modèles SIR, pour diffuser l'événement cyber. Il y a ensuite un module qui est sur la réparation, qui est celui qu'on a le moins traité, nous, dans nos travaux, mais qui est en gros le temps nécessaire à l'assistance d'un assuré qui, aujourd'hui, est dans une situation compliquée. Une assistance immédiate, parce qu'il y a également toute une question, la convalescence à la suite d'un incident cyber peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Pensez à ces pauvres Ashley Madison qui existent toujours. Avant de retrouver leur niveau d'activité, il s'est passé énormément de temps. Et puis, ça, c'est plutôt celui qui va nous intéresser en plus de celui environnement, c'est tout ce qui va être la capacité de réponse, de prévention de l'assureur. C'est-à-dire quand est-ce qu'il va être capable d'informer ses assurés qui ont, pour certains, une plus mauvaise connaissance du risque que lui, ce qui est là aussi un petit peu nouveau en assurance, où on suppose toujours que l'assuré en sait plus sur son risque que l'assureur. Et donc, on va voir justement comment, grâce à ces modèles, on peut essayer de quantifier à quel point il faut être réactif pour faire diminuer la charge. Donc, avec cet angle, bien sûr, saturation dont j'ai parlé. Donc, la modélisation générale qu'on développe, c'est une approche processus de comptage
qui va être de regarder assuré par assuré un certain nombre de phénomènes temporels qui vont se produire. Donc, la première chose, c'est T, c'est une variable aléatoire qui est la date à laquelle l'assuré est infecté. Alors, à noter, et ça, ce n'est pas du tout inusuel dans ces questions de processus de comptage et d'analyse de survie, c'est une variable aléatoire qui est inusuelle dans le sens, enfin pour d'autres problèmes, dans le sens où cette variable peut prendre la valeur plus l'infini. Il y a des gens qui ne seront jamais infectés par une pathologie. Donc ça, c'est donc la probabilité que T soit égale à plus l'infini, elle est en général non nulle. Donc, une fois qu'il est infecté, il y a une assistance, et cette assistance, elle dure une durée aléatoire qui est U. Et puis, avant qu'il soit infecté, il y a une sorte de vaccination, c'est-à-dire à la date C, la vulnérabilité est identifiée, le correctif est appliqué, et donc, à partir de ce moment-là, on considère que l'assuré ne peut plus du tout être infecté. Et on a un indicateur qui nous dit si il va y avoir infection ou pas, c'est-à-dire que si delta est égal à 0, eh bien, ça veut dire que l'assuré s'est protégé à temps et ne sera jamais infecté. C'est comme un phénomène de vaccination, avec, en tout cas dans ce modèle, la version la plus simple, une vaccination parfaite, ce qui n'est pas forcément le cas sur les risques biologiques, et même sur les risques cyber, ce n'est pas forcément évident, parce qu'il peut y avoir des portes d'entrée qui ont été mal vues et qui n'ont pas été sécurisées. Donc, on conserve l'hypothèse d'indépendance de ces individus, on les conserve également identiquement distribués. On peut bien sûr leur ajouter des caractéristiques qui rajoutent de l'hétérogénéité en prenant des portefeuilles où il y a à la fois des grandes entreprises, des plus petites, etc. Mais pour vous présenter ce modèle, on va le faire ici de la façon la plus simple. Donc, sur une échelle temporelle, ça se présente comme ça. Donc, vous avez chacune de ces lignes, c'est un assuré. Donc, celui-là, il est infecté ici et il y a une intervention aléatoire ici, de durée aléatoire. Et puis, il y a celui-là, l'assuré K, il aurait été infecté ici, mais heureusement, il a été protégé juste avant ça, à la date CK. Donc, C, ça représente la capacité de réponse, T, la sévérité de l'infection. Et surtout, ce qu'on va supposer, ça je ne l'ai peut-être pas suffisamment souligné ici, c'est que la contagion vient de l'extérieur. C'est-à-dire que les assurés sont plongés, sont une espèce de sondage, une petite population au sein d'une beaucoup plus grande. Et donc, il est beaucoup plus probable qu'un assuré soit infecté par un assuré de l'extérieur que par un du même portefeuille. Donc ça, c'est une différence aussi avec un certain nombre de modèles qui ont été développés en santé. J'en reparlerai très brièvement. Donc ensuite, ce qu'on va compter, on va simplement compter le nombre d'infectés. Donc ici, vous avez les processus de comptage qui vont nous intéresser. C'est ce premier processus qui nous compte le nombre de personnes qui, à la date petit t, ont été infectées. C'est-à-dire delta I égale 1, la personne est infectée, elle n'est pas vaccinée avant infection, et l'infection TI s'est produite avant la date petit t. RT, c'est ceux qui ont été infectés et traités avant la date petit t, et IT, c'est à la date petit t, le nombre de personnes qui sont actuellement en cours de traitement. Donc ça, c'est la quantité qui est en fait la plus importante, puisque c'est elle où on va essayer de voir, de quantifier justement le suprémum de ce processus, voir où se situe le pic. Et également, c'est quelque chose qui est très traité aussi, notamment sur les portefeuilles santé. Ce type de quantité, il y a des fonctions de ce processus IT, comme cette intégrale, qui correspond ici en fait à la durée totale d'intervention. Donc, dans d'autres problèmes, ça va être par exemple la durée totale d'arrêt de travail, quand on est sur des infections biologiques, qui vont être liées donc à ce processus IT. Alors, pour décrire toutes les variables qui sont impliquées, c'est assez logique d'aller vers une notion qui n'est pas enfin, quand on cherche à modéliser une variable aléatoire, en général, en cours de proba, la première quantité qui vient, c'est ce qu'on appelle la densité. Là, quand on est sur des phénomènes temporels, c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus commode de raisonner avec ce qu'on appelle le taux de risque instantané, qui est en fait également une quantité
qui est moins connu, mais qui définit de façon unique la distribution d'une variable aléatoire. Concrètement, c'est un indicateur qui va nous dire, eh bien, sachant que la personne n'a pas été infectée à la date petit t, quelle est la probabilité qu'elle soit infectée juste en ce moment. Voilà. Dans ce tout petit intervalle, bien sûr, c'est normalisé pour avoir une limite qui ne tende pas vers 0. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais je travaille bien sûr avec des variables qui sont absolument continues. Et donc cet indicateur, en fait, via ce lien qui relie la densité de la variable t à cette fonction de risque, eh bien, si on modélise la fonction lambda t, on définit de manière unique la distribution grand T. Et lambda t, c'est très facile à modéliser parce qu'il n'y a même pas à se poser la question de se demander si, vous voyez, si je modélise une variable par une densité, il faut que je me dise, est-ce que cette fonction que je suis en train de regarder est intégrable? Parce qu'il faut que l'intégrale d'une densité soit égale à 1. Un taux de risque instantané, son intégrale, qu'elle soit égale à plus l'infini ou qu'elle ne diverge pas, ça ne pose absolument aucun problème. Donc lambda t, qui est la variable qui décrit la force de l'infection qui est liée à l'environnement, eh bien c'est ça qu'on va modéliser on va prendre en fait un input venant d'un modèle SIR pour modéliser cette variable lambda t. Donc le modèle SIR, je vais passer très vite dessus parce qu'on en a beaucoup parlé dans ces dernières semaines et ces derniers mois. Là, ce qu'on utilise, c'est le modèle le plus simple possible parce qu'il y a bien sûr des modèles compartimentaux bien plus élaborés sur des questions de virus. Nos camarades de l'Institut Pierre-Louis, je crois qu'ils ont 11 compartiments dans l'un des modèles qui décrivent l'infection du Covid-19. Là, on est dans une situation très simple. On a des gens qui sont susceptibles, donc qui sont susceptibles d'attraper l'infection. On a des personnes qui sont infectées. Alors, parce qu'on entend par infecté ici, dans ce cadre-là, c'est contagieuse, c'est-à-dire capable de retransmettre le virus informatique. Et ce qu'on appelle recovered, c'est pas du tout guéries, c'est simplement plutôt qu'elles sont exclues du champ de la contagion, elles ne contaminent plus d'autres personnes, mais bien sûr, comme j'ai dit, la convalescence peut être très très grande. En cyber, il va y avoir, par exemple, pas vraiment, alors, sauf dans certains cas, mais ça ne se pose pas de la même façon, de durée d'incubation du virus. Ça va être beaucoup plus instantané. Donc, comment on passe de ce modèle-là à cet indicateur lambda t? Eh bien, simplement en se disant qu'en fait, donc cette dynamique CIR, elle correspond à la dynamique qui se passe sur un pays, par exemple la France, et puis ensuite le portefeuille d'assurés, c'est simplement des gens qui ont été pris plus ou moins au hasard dans cette population. Donc, à la date T, quelle est la proba d'être infecté, ce qui est moralement la signification de cet indicateur lambda T? Eh bien, c'est en fait le fait de regarder combien il y a de nouveaux infectés dans la population à risque. La population à risque, c'est ceux qui sont susceptibles à d'adapter. Et les nouveaux infectés, c'est bêta, S de T, IT, où bêta décrit la force de l'infection. Donc, on en déduit qu'en fait, une fois qu'on s'est donné un modèle SIR avec un certain nombre de paramètres, eh bien, on en déduit un taux de risque instantané pour cette vision microscopique du risque qui s'exprime de cette façon-là, qui est liée à cette fonction IT. Alors, pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne plaque pas directement un modèle SIR sur notre portefeuille qui est une petite population? Précisément parce que c'est une petite population et que, comme c'est écrit ici, eh bien, un modèle déterministe n'est pas vraiment adapté parce qu'il y a beaucoup trop de fluctuations. Les fluctuations deviennent trop importantes. Le modèle déterministe, il va être bien adapté sur une population nationale où on a un grand effectif. Alors, ce qui s'est fait sur des risques biologiques, donc virologiques en l'occurrence, risques épidémiques, c'est du coup d'introduire des modèles CIR stochastiques directement sur le portefeuille. Alors, pourquoi on n'a pas fait ce choix ici, comme ça a été fait dans d'autres travaux, dont celui-ci que je cite? C'est que, en fait, si on fait un modèle CIR stochastique sur la population assurée, implicitement,
on suppose que les infections se déroulent au sein de la population d'assurés. Or, les infections, comme je l'ai dit, elles viennent plus probablement de l'extérieur. Et ensuite, en fait, le modèle qu'on développe, l'approche qu'on développe, va permettre une modélisation aussi plus commode parce qu'on sépare la partie prévention de la partie module environnemental, etc. Et ça va aussi nous permettre d'avoir des résultats sur les déviations par rapport au scénario central. Ce que j'entends par là, c'est que dans les papiers qui ont utilisé par exemple du CIR stochastique en assurance, leur but, ça a été essentiellement de regarder l'espérance de la perte, c'est-à-dire le scénario moyen, le scénario central. En pratique, ce qui est important, ce n'est pas seulement de regarder ce scénario, mais c'est aussi d'avoir des garanties sur quelles sont les marges d'incertitude autour de ce scénario pour pouvoir être prêt à des scénarios pires. Et ça, c'est quelque chose que permet un peu plus ce qu'on fait. Néanmoins, c'est très difficile à calibrer en cyber-risque, ces modèles SIR. D'abord parce que finalement, en fait, des cyber-ouragans, on n'en a pas vraiment eu. Même WannaCry, ça reste un phénomène assez impressionnant, mais un phénomène assez isolé d'une part, et puis qui a été quand même contenu. Et il est assez difficile, les données sont encore plus pourries, sont moins riches que ce qu'on peut avoir sur le plan de l'épidémiologie humaine. Notamment, connaître le nombre total de personnes qui sont vulnérables à WannaCry, c'est quasiment impossible. Et donc, on est obligé d'avoir des calibrations assez compliquées. C'est l'objet de toute une section dans le papier qu'Yvon vous a fait suivre. Nous, ce qu'on a utilisé pour essayer d'essayer d'avoir quelque chose qui soit plausible pour répliquer une espèce de simili-WannaCry, c'est les données sur le paiement des rançons, qui fournissent une espèce de dynamique du nombre d'infections au cours du temps. Et à partir de là, on a réussi à reconstituer un petit peu une courbe comme ça. Donc ça, c'est le nombre d'infectés à la date T. Avec plusieurs idées là-dedans. Vous voyez que l'épidémie est relativement courte. Ce n'est pas du tout les mêmes échelles de temps que sur des phénomènes biologiques. Ensuite, les durées de contagion des individus sont également beaucoup plus réduites, puisque, grosso modo, il y a une réaction. On arrive très rapidement, en général, à contenir l'expansion du virus une fois qu'il a été identifié, chez un nœud du réseau. Voilà, donc c'est ce qui est résumé ici. Pas vraiment d'incubation. Un paramètre gamma qui est celui de la vitesse de guérison, en fait de la vitesse au bout duquel on est plus contagieux, qui est en général très petit, de l'ordre de la journée. Et une durée d'épisode très courte, avec aussi, dans les incidents qui ont pu être vus jusqu'à présent, des R0, ce fameux facteur de reproduction, qui est très faible. Il est au-dessus de 1, mais pas beaucoup au-dessus de 1. Donc simplement, comme il y a une exposition très forte, ça fait tout de suite un nombre très, très important de personnes touchées. Donc ça, c'était sur l'environnement. Il y a ensuite la question de la durée de réaction, la durée de traitement d'un individu. Donc ça, je ne vais pas trop en parler pour ne pas trop détailler. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder quelle va être la réaction à la crise. Donc là, vous avez 3 exemples de comportements qu'on peut imaginer qui concernent des comportements à la fois d'assureurs et d'assurés dans la vitesse de réaction. C'est-à-dire, donc là, ce que vous avez représenté graphiquement, c'est des taux de risque. Ces taux de risque, ils correspondent à quel événement? À l'événement « je me vaccine, je me protège contre une vulnérabilité qui a été identifiée ». Donc, ce que vous voyez à chaque fois dans ces schémas de comportement qu'on a modélisés, vous avez un premier schéma, à chaque fois, vous avez un délai, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte tout de suite que la menace est là, et puis ensuite, on ne sait pas forcément tout de suite comment la corriger. Et donc là, vous voyez, à chaque fois, au bout de 2 jours, là, on commence à savoir la corriger et les assurés commencent à implémenter les solutions avec différents comportements. Un comportement homogène dans le temps, ça c'est ce qui va être lié à de la loi exponentielle. Un comportement qu'on va appeler
Pareto, parce qu'il est lié aussi à une forme liée aux distributions de Pareto, c'est-à-dire il y a un certain nombre de personnes qui se vaccinent tout de suite, et puis ensuite les gens sont moins vigilants, se vaccinent moins. Et puis un comportement veille-bulle qui est, eh bien, passé le délai, ça devient de plus en plus hype de se protéger au cours du temps. Les gens se vaccinent de plus en plus. Et bien sûr, on peut combiner ces 3 modes de réaction pour voir l'impact sur le portefeuille. Voilà, donc grosso modo, nous, ce qu'on cherche à quantifier là-dessus, c'est le nombre total d'infectés, c'est le pic, donc ce fameux suprémum de ce processus IT, nombre de personnes à traiter à l'instant T, c'est donc ce fameux risque de saturation, et puis sur l'impact des méthodes de réaction, de la célérité de réaction et du comportement. Est-ce que ça va être un comportement exponentiel, Pareto ou veille-bulle? Quelle va être la différence en termes d'impact? Donc typiquement, je reviendrai ensuite là-dessus, mais voilà le genre de trajectoires qui peuvent être simulées par ce type de problème. Donc ce que vous voyez ici, c'est une courbe principale qui se termine en noir, qui est si on ne fait rien, le nombre d'infectés à la date T, le nombre de personnes nécessitant une assistance à la date T est très important. Et là, on le rediscutera à la toute fin avec les résultats, mais en fonction des réactions, on a de la célérité des réactions, on a des réductions conséquentes du pic. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir sur le comportement du modèle. Alors, je vais passer un peu vite, mais tout ça est détaillé bien sûr dans le papier, mais il y a bien sûr une approche par simulation qui va permettre d'avoir beaucoup de résultats. Le grand avantage, c'est qu'on peut aussi avoir un certain nombre d'approximations, de résultats théoriques qui vont permettre de quantifier la gravité des différents scénarios. Donc ici, ce que je vais introduire avec ces petites lettres gothiques, ce sont les scénarios moyens. Donc là, vous avez le nombre moyen d'infectés, le nombre moyen de personnes qui ont été traitées à la date T, et surtout ici, le nombre moyen de personnes qui ont besoin d'une assistance à la date T. Donc ça, c'est l'espérance de ce processus dont on cherche à regarder le pic. Donc, si on regarde simplement le nombre total d'infectés, c'est un problème pas très compliqué mathématiquement. C'est une bête application de la loi des grands nombres et du théorème central limite qui nous donne tout de suite, en fait, quel va être le nombre moyen d'infectés. Ça se calcule via une intégrale qui est liée aux différents paramètres du modèle. Et puis, les incertitudes, les intervalles de confiance, ils sont guidés par le théorème central limite sans difficulté. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est le comportement donc, de ce processus N de T, RT. Je vous rappelle, I de T qui nous intéresse, il se déduit de ces deux processus, c'est simplement la différence entre les deux. Et là, je n'ai pas détaillé parce que ça aurait amené des notations un peu lourdes, mais on arrive à avoir des approximations du comportement de ce processus quand N est suffisamment grand, via des processus gaussiens dont la structure de covariance est suffisamment simple en fait, pour qu'on puisse les simuler assez facilement. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a deux façons de simuler les modèles dont on parle ici. Soit on a une modélisation très simple des différentes variables qui sont impliquées dans le modèle, avec un SIR sur T, avec une modélisation simple de l'intervention et de la variable de prévention. Et dans ce cas-là, on peut les simuler directement. Soit on n'a pas forcément une grande connaissance de ces distributions-là et on peut approcher de façon satisfaisante les choses par quelque chose de gaussien, qui n'est pas totalement trivial, mais en tout cas qui se déduit de processus browniens, un petit peu, de ponts browniens un petit peu modifiés. Ce qu'on peut également, et c'est ça que je mentionnais, c'est pas en disant qu'on ne s'intéresse pas qu'au scénario central, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des résultats aussi sur les déviations. Donc là, vous avez IT, je rappelle, c'est le nombre de personnes infectées à assister à la date T, ça c'est la partie aléatoire, et ça c'est la valeur moyenne, c'est-à-dire le scénario central. Donc là, ce qu'on regarde, c'est l'écart entre le réalisé et le scénario central, et on regarde le pire de ces écarts sur toute la durée de la cyberépidémie. Eh bien, on arrive à quantifier voilà, la probabilité que cet écart soit plus petit que x par quelque chose qui décroît assez rapidement avec x.
Il y a ici une scorie qui est un petit peu embêtante parce qu'on a une constante un peu trop grande, mais qui en pratique est souvent négligée quand on applique ce type d'inégalité. Mais grosso modo, ça va nous permettre d'avoir des bornes assez prudentes pour dimensionner la capacité de réponse. Donc, je vais juste passer un peu rapidement sur les résultats de différentes simulations. Donc, dans les simulations où on a simulé un épisode WannaCry tel que celui que je décrivais, et où ce que vous avez ici, c'est la question du nombre d'infectés. Donc, c'est ce que vous avez essentiellement, c'est cette colonne qu'il faut regarder. C'est dans le scénario central, le nombre d'infectés sur un portefeuille de 10 000 assurés. Donc, vous voyez, comme le R0 est assez faible, ça fait un nombre conséquent d'assurés infectés, mais quand même beaucoup plus petit que les 10 000 sur une épidémie type WannaCry. Ensuite, on peut imaginer des scénarios beaucoup plus graves. Et donc, par contre, ce que vous voyez en revanche, c'est donc ce que vous avez ici, c'est les différents types de réactions. Donc, exponential, Pareto, Weibull, ce sont les différents types de comportements. Et surtout, ce qui est important ici, c'est le paramètre vitesse. Donc, slow, c'est quand on réagit, on détecte comment corriger la menace 7 jours après le début de la crise. Medium, c'est 5 jours. Et fast, c'est 3 jours. Et on voit, c'est sans surprise, mais ce qui est important quand même, c'est d'être capable de quantifier tout ça. Eh bien, le délai de réponse rapide va nous permettre une très grosse réduction. On divise quasiment de moitié le nombre d'assurés qui sont affectés. Donc, grosso modo, si l'assureur ne fait rien, reste dans son coin et n'assiste pas, enfin, ne maintient pas ce rôle de veille, il n'y a pas que lui, il y a les pouvoirs publics, bien sûr, qui vont communiquer vers les assurés, vers les individus pour qu'ils se protègent. Mais l'assureur a tout intérêt à avoir ce rôle de prévention parce qu'il va faire diminuer très fortement la charge. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant s'il joue ce rôle. Vous voyez par contre que la forme de la réaction a peu d'impact qu'on ait une réaction exponentielle Pareto et Weibull. À chaque fois, j'ai pris la même espérance pour les différentes lois, donc même valeur moyenne, mais formes de distribution différentes. Ça a relativement peu d'impact, en tout cas dans ce scénario. Donc, c'est ce que vous retrouvez sur ce graphique que j'ai déjà montré. Donc, cette courbe ici, c'est la question du pic, qui est la question plus compliquée. Ce n'est pas seulement le nombre d'affectés. S'ils sont tous affectés en même temps, ce n'est pas la même chose que si c'est bien réparti. Et ce que vous voyez, c'est que les courbes bleues, qui correspondent au délai de réaction rapide, vont nous faire diminuer considérablement le pic, tandis que si vous regardez les courbes vertes, qui sont la réaction lente, il y a certes une diminution du nombre de victimes globale, mais en termes de diminution de pic, il n'y en a quasiment pas. Donc, d'où l'importance de cette réactivité. Parce qu'à chaque fois, plus il y a de personnes à assister, d'abord, on n'est pas sûr de pouvoir toutes les servir, donc ça va aggraver les coûts. Voilà. Et puis, s'il y en a beaucoup à servir à un instant donné, c'est plus de ressources à mobiliser, donc là aussi, c'est plus coûteux. Voilà. Donc là, on ne voit peut-être pas très bien sur ces graphes-là, mais on revoit un petit peu les mêmes idées. Je vais passer voilà, un histogramme donc, de la répartition de ce pic, qui est lui-même une variable aléatoire, ce suprémum de IT, donc qu'on arrive à représenter comme quelque chose d'assez concentré en fonction des réactions, et qui ressemble toujours un peu à la même chose, quelque chose d'assez symétrique, mais par rapport à la situation où il n'y a pas de réaction, ce qui est important, c'est la ligne des abscisses, où vous voyez que le pic, là où se concentre cette valeur du pic, elle est décalée vers le bas. Alors, juste pour finir, un certain nombre d'analogies et d'extensions, puisque ces modèles sont aussi appliqués et sont aussi, il y a une volonté de les étendre aussi à des aspects biologiques et virologiques. C'est plus compliqué quand on va regarder des risques biologiques pour différentes raisons. D'abord, l'échelle de temps. Comme on l'a déjà dit, c'est beaucoup plus grand sur une épidémie liée à un vrai virus biologique. Ensuite, la capacité de réaction de l'assureur, elle va être plus réduite. C'est-à-dire que l'assureur, il va être moins écouté sur des questions, sur la question de cybersécurité, surtout quand il est face à
des PME qui ne connaissent pas bien ces choses-là, on fait une recommandation, c'est relativement facile à appliquer. Pour une épidémie, à part inciter ses assurés à mieux respecter les gestes barrières, à se vacciner s'il y a un vaccin, voilà, c'est plus réduit ce qu'il peut faire, mais il y a quand même une capacité de prévention, d'envoyer des messages qui renforcent la vigilance. Ensuite, il y a cette question de la protection, même en cas de vaccin, où la protection n'est pas forcément absolue. Question qui se pose aussi dans le cadre du cyber, mais qui se pose de façon un peu plus aiguë dans le cas où on a une pandémie. Ensuite, il y a un aspect sélection qui est lié aussi, qui est là aussi dans le cyber, mais qui là aussi se pose de façon plus aiguë. C'est-à-dire qu'un assureur, il ne va pas assurer une population qui est représentative de la population nationale. Personnellement, je suis assuré à la Maïf, comme beaucoup d'entre vous sans doute en tant que prof. Le portefeuille de la Maïf, en termes d'assurance santé, c'est pas représentatif de la population nationale, parce que chacun sait qu'on est une population un petit peu particulière. Voilà. Donc cette sélection, quand on va regarder l'évolution de l'environnement, la résultante ne va pas être aussi simple sur le portefeuille assuré. Il va falloir positionner le portefeuille assuré par rapport à la population nationale. Et puis en termes de degré d'information, elle est plus faible parce que si un assureur monitore en temps réel son risque santé, qu'est-ce qu'il va enregistrer? Il va enregistrer des passages à l'hôpital, mais sans forcément que lui remonte la cause de l'hospitalisation ou la cause de la mortalité si on regarde des questions de décès. Et ça, c'est une différence avec le cyber, parce que si vous avez une épidémie type WannaCry qui circule à un instant donné, vous savez que vous avez un incident cyber, vous pouvez très rapidement le caractériser, surtout qu'en plus, l'assureur a aussi un lien en général avec la personne qui va assister. Donc ça introduit le fait que les données sont plus brouillées. Et donc, sur un aspect que j'ai peu évoqué, mais qui est la calibration statistique en fait, des modèles, il y a une difficulté supplémentaire. Alors, ensuite, quels sont également, sur des points dont je n'ai pas parlé, mais qui sont connexes, juste pour les avoir en tête, la crise du Covid-19, elle est également inverse. Donc, les modèles en fait, développés pour le cyber-risque, on peut essayer, comme je vous le disais, de les transplanter sur du virologique. Mais inversement, à travers la crise du Covid-19, il y a un certain nombre de choses qui ont été soulignées et qui vont avoir des impacts sur la vision dont on quantifie et on gère le cyber-risque, notamment les questions de perte d'activité et de rupture de la chaîne d'approvisionnement, de la supply chain. Donc, à travers cette crise, on a vu un certain nombre de fragilités dont certaines n'étaient pas forcément anticipées. Et en cas de cyberincident, ces mêmes vulnérabilités en termes d'approvisionnement d'un certain nombre d'entreprises pourraient être mises à mal. Donc, il y a un élément important qui va être justement l'étude de ce type, tirer les leçons de cette crise du Covid sur l'approvisionnement pour les transmettre dans le contexte cyber. Et ensuite, sur les extensions, pour finir, je n'ai pas du tout parlé d'hétérogénéité, mais bien sûr, les assurés qui sont dans votre portefeuille, ils n'ont pas tous les mêmes caractéristiques. Et donc, en utilisant ces caractéristiques, on affine encore les modèles. Mais par contre, donc dans les perspectives, mais dans les difficultés, c'est que autant il y a une épidémiologie bien développée, forcément sur les virus humains, l'épidémiologie du cyber, elle est en fait en quelque sorte à construire. On a énormément de mal à avoir des informations, encore plus que sur de l'épidémio, sur les types de virus, la façon dont ils se propagent en temps réel. Et donc, il y a ce que j'ai mis en dernier point, l'aspect pluridisciplinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a d'une part des techniques qui sont utilisées sur des risques naturels, sur de l'hydrologie et l'autre sur ces risques extrêmes qui s'exportent dans l'étude de ces risques cyber. Et puis également, bien sûr, je n'ai pas mentionné, mais c'est bien sûr essentiel, des liens avec les disciplines informatiques, les computer science,
de même qu'on a besoin en épidémiologie d'avoir des liens avec les virologues et les médecins, il est bien sûr essentiel d'avoir une compréhension fine des impacts des différentes vulnérabilités. Voilà, donc merci pour votre attention. C'était donc la fin de ce petit panorama. Voilà. Très bien, merci Olivier. Donc ça nous a fait continuer le voyage qu'avait commencé Antoine Danchin en rappelant la liaison qu'il peut y avoir entre la maladie et les virus informatiques. Donc là, on est allé un petit peu plus loin dans cette analyse. Donc si vous avez des questions, je vous invite à lever la main. Et en attendant, je vais poser une première question. En page 20, tu as parlé de l'évaluation, le coût pour l'assureur. Je ne sais plus où est ma page 20. Je vais me remettre en plein écran. Excusez-moi, j'ai fait une fausse manip. Oui. Hop. J'y suis, oui. Voilà, c'est ça. Donc, tu dis que L, c'est la somme des XI. Et les XI, donc, comment on les évalue? Parce que j'ai du mal dans ce cadre-là à voir comment ça peut être. Alors ici, dans le cas que j'ai présenté, c'est la version la plus simple. Ce XI prend la valeur 1 ou 0. C'est-à-dire, il y a un sinistre ou il n'y a pas un sinistre. Ah oui, d'accord, ok. C'est une Bernoulli. Mais en général, ça va bien sûr pas être ça. Et si on rajoute la couche sur les coûts de sinistre, là, ça devient beaucoup, beaucoup plus complexe parce que là, c'est des choses qui vont être très, très volatiles. Et donc là, en général, on va les calibrer à partir d'historique. J'ai un historique de perte. Et donc, à partir de là, je sais que quand j'ai un sinistre qui a telle ou telle structure, il va avoir telle ou telle distribution. Donc là, il y a une analyse assez. C'est d'autres travaux. On a fait d'autres travaux sur ces questions-là. Là, ça nous entraîne du côté théorie des valeurs extrêmes en général parce que c'est des risques qui peuvent être très, très élevés. Ok, parce que tu parlais de coûts pour l'assureur, donc je pensais que les XI, c'était Voilà. des variables continues. Non, le coût, là, il est en plus, dans le cas du cyber, il est en plus compliqué à avoir parce qu'il est composé de différents modules. Il y a tout ce qui va être la réparation des pertes elles-mêmes, qui en soi est extrêmement compliqué à quantifier. Et il va y avoir tous les frais annexes qui peuvent se décomposer en plein de modules, les frais d'assistance, les frais de ressources humaines à mobiliser sur le sinistre, de gestion de crise, qui peuvent s'envoler très très haut là aussi, et qui sont des frais techniques de l'assureur. Donc là, en fait, c'est plutôt ces frais techniques qu'on regarde en se posant la question du nombre de personnes à assister. Derrière ce nombre, il y a en général un coût par individu à assister d'intervention. Et donc, le coût pour l'assureur va se déduire via une transformation plus ou moins alambiquée de ce IT. Là, le coût technique et pas le coût du dommage. Très bien. Tu disais à un moment que la contagiosité pouvait venir plutôt d'un autre réseau, puisque le réseau de l'assureur, une fois qu'il va y avoir une attaque, il va proposer des vaccinations de ses assurés. Comment c'est pris en compte dans le modèle SIR, ça? Alors là, en fait, on est dans une version pessimiste des choses. C'est-à-dire qu'on considère qu'il n'y a que l'assureur qui réagit. Donc, en fait, là, tel que c'est décrit, si on en croit cette modélisation, la dynamique se propage dans la population globale et personne ne réagit. Elle vit, le virus passe. Et en revanche, là, on regarde le portefeuille et c'est justement l'effet de ce que va faire l'assureur qui va permettre, même en l'absence de réaction de l'extérieur de l'environnement, de faire diminuer la charge. En pratique, il va bien sûr y avoir, normalement, à moins que ce soit un assureur vraiment exceptionnel, va y avoir également une communication pour tout le monde des règles qui vont faire baisser ce R0. Et donc, grâce à ça, on devrait gagner sur un deuxième plan, puisque l'infection devrait diminuer là aussi d'intensité. D'accord. Mais là, on est dans la vision la plus pessimiste possible. D'accord, ok.
Jean, tu avais une question? Oui, j'ai une question à propos de signes noirs. Je pense que c'est peut-être un peu hors sujet, mais quand Olivier tu as parlé de réaction avant l'événement même, donc tu as parlé de prévention, et donc si les moyens de lutter contre l'attaque sont connus, là, bon, c'est simplement de la responsabilité de l'attaqué, de s'être en quelque sorte prémuni auparavant des attaques. Mais si c'est complètement imprévisible, je pense au signe noir popularisé par Nassim Nicolas Taleb, est-ce qu'on tombe forcément dans le cadre des exclusions de la part de l'assureur? Ah, ça, c'est une catastrophe naturelle, on ne pouvait rien faire. Ou est-ce qu'il y a aussi des tentatives de modélisation de ces signes noirs dans ce cadre-là? Normalement, non. Enfin, bien sûr, ça va dépendre, tout ça va dépendre du contrat. C'est-à-dire qu'on peut définir un contrat, je ne vais pas dire à peu près comme on veut, mais ça, c'est une discussion entre l'assureur et l'assuré. L'assureur, s'il protège contre les risques cyber, il est censé protéger, y compris contre les signes noirs. Et donc, c'est lui qui va se retrouver, enfin, pas que lui, mais qui va se retrouver en défaut si c'est quelque chose de non prévu. Bien sûr, c'est à la fois, bien sûr, des… alors ensuite, sur les clauses d'exclusion, faut réussir à les formuler pour l'assureur. Donc, il faut qu'il puisse, par exemple, comme l'acte de guerre, de façon générale, la question de la guerre est souvent impactée dans des clauses d'exclusion. Donc, si on arrive à définir un certain nombre d'événements comme des guerres, eh bien, on peut être tenté, je ne dis pas que ce soit une pratique saine, de ne pas indemniser l'assuré quand il est victime de quelque chose comme NotPetya. Donc là l'idée, c'est avec une réaction, dans ce qu'on a modélisé, ce n'est pas tout à fait un signe noir, parce que le signe noir, il faudrait vraiment que ce soit beaucoup plus massif que ça. Mais dans ce qu'on a modélisé, on est face à une infection qu'on ne connaît pas au début. C'est-à-dire qu'il y a un temps de réaction qui est au minimum de 3 jours dans les scénarios qu'on a considérés pour se protéger. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de vulnérabilités qui sont identifiées, mais chaque jour, il y a des nouvelles vulnérabilités qui sont détectées, qui sont exploitées, etc. Donc bien sûr, on est aussi assuré contre des entrées, des virus inconnus, normalement. D'accord, merci. Après, juste une parenthèse, il y a aussi des comportements très différents et des logiques d'assurance très différentes entre le milieu européen et le milieu anglo-saxon, et notamment américain, où il y a un certain nombre de contrats d'assurance cyber qui pullulent, qui ne sont pas forcément donnés d'ailleurs par des gros acteurs, et où, ça j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, il y a certes un enjeu de tarification, de mettre un prix sur le risque, mais sur certains marchés qui sont un peu sauvages, on a un petit peu l'impression que la question de mettre le prix sur le risque, on n'en est plus là. C'est-à-dire qu'on brade les choses. Et la question, c'est plutôt de se dire, quelle est la réserve, quel est le niveau de réserve qu'il faut que je mette de côté pour le moment où il va y avoir un problème, en sachant qu'il va y en avoir un. Et on verra qui sera mort et qui ne sera pas mort à ce moment-là. Donc en termes de signes noirs, il risque d'y avoir un certain nombre d'acteurs qui vont disparaître le jour où il y aura un véritable cyber-ouragan. Ok, merci. Alberto, tu avais un commentaire? Yes, I apologize if I speak in English. You mentioned also in your presentation the fact that insurance can send message to the clients in order to be more prudent or aware. That is the question of awareness or risk. And you also very rightly mentioned the analogy between the spread of computer virus and modern version of computer virus and the spread of human disease. So maybe you could be interested in a new branch of the epidemiology, the behavioral epidemiology of infectious diseases, where you take into account that people change their behavior and decide and also adapt their decision concerning the vaccine.
And there is also modelization, main modelization of the action that the public health system, in that case of biological virus, can do to raise the level of awareness of vaccine or of the risk. I had a talk on this in the series of seminars. So maybe some idea from the behavioral epidemiology of infectious disease, biological infectious diseases, could be useful. For example, how to shape in an optimal way the action of raising awareness of computer risks in order to minimize the a functional representing the cost, etc., etc. So if you are interested, I can send you some reference. Yes, I am very interested. In fact, it's a really good comment, and it's really one of the directions we would like to investigate. The main difficulty compared to classical epidemiology is data. In fact, it's really hard to obtain data on the behavior of the actors in the cyber environment. That's one of the problems. In fact, what we do in this first step, in this first paper, we assume some shape of behavior, but we do not know in practice if the policyholder will vaccine themselves homogeneously through times or will have some more elaborate behavior, because in fact data has not been gathered to understand this behavior. So that's something to build, but to build, of course, and it's very interesting to learn from the model of epidemiology. But then we must create the databases, the information to calibrate this model and have a better understanding of these things. Yes. Merci bien. D'autres questions? Moi, je voulais avoir une vérification, page 39. Tu as mis un nombre d'infectés. Oui. Ce n'est pas un nombre cumulatif, bien sûr, puisqu'il y a des décroissances. Non, voilà, c'est le suprêmum de ce IT. Enfin, c'est le processus IT sur une trajectoire. C'est un exemple de trajectoire. Donc là, c'est le nombre de personnes qui sont à traiter ou en cours de traitement. Voilà. Ouais, et donc, parce qu'on est déjà à 200, là, donc au pic. Donc le cumulatif, c'est… Le cumulatif, il est de l'ordre de 700 à la fin. S'il n'y a pas de réaction. Je ne sais plus où c'est. Je vais revenir parce que je l'ai remis plus loin. Le cumulatif, c'est 700 en moyenne. En moyenne, il y a 700 infectés. D'accord, ok. En tout. Voilà, en tout. C'est ça, d'accord. Et donc, la différence entre fast action et si on ne fait rien, c'est 700 si on ne fait rien? Alors, ça, en termes d'effectifs, de cumulé, c'est plus de la moitié, en fait, sur ces simulations. Ah oui, d'accord, ok. Donc ensuite, avec différents degrés, mais bon, c'est moins déterminant le type de réaction que la vitesse. Que la vitesse, oui. Un paramètre, bien sûr, sur lequel on n'a pas joué, c'est pas seulement le shape, mais c'est aussi la valeur moyenne. À chaque fois, on a supposé, pour les 3 distributions qu'on a données, on a ajusté les paramètres pour que le temps moyen de réaction, une fois que c'est communiqué, soit de 1 ou 2 jours. Je ne sais plus exactement. Si on joue là-dessus, bien sûr, la réduction du pic va être plus ou moins grande. Et la réduction du nombre d'infectés va être plus ou moins grande. D'accord. OK. OK. Pas d'autres questions? Très bien. Eh bien, merci Olivier. C'était un exposé un peu différent par rapport à ce qu'on avait eu, mais ça permettait de faire le lien. Et effectivement, la partie behavior, enfin comportement, voilà. La partie comportement pour être effectivement ajoutée à ce stade-là. Merci beaucoup. Et donc, je vous rappelle que le prochain exposé, c'est jeudi, mais c'est jeudi matin, puisque dans l'après-midi, j'ai un conseil d'administration de l'INRIA. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.